C'est un accordéon, c'est une crinière rousse, un sourire, des goûts excentriques et c'est surtout un talent rare. C'est une égérie, celle du Tour de France, qu'elle a accompagnée 11 fois, jouant de l'accordéon debout sur le toit d'une voiture. L'égérie aussi de Jean-Paul Gaultier, qui la rhabilla d'or, qui la rhabilla de bleu, blanc, rouge. C'est une femme de défi qui a travaillé avec Maurice Béjart, Charlie McCoy, le roi de la country, Boy George ou encore Yves Mourouzi. C'est surtout une légende vivante de l'accordéon qui a su accumuler les plus hautes distinctions et garder l'amour de son public. Une personnalité hors norme. Yvette Horner est avec nous dans VIP. Merci beaucoup de nous rejoindre dans cette émission, Yvette. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, j'ai été obligée de résumer en quelques lignes une carrière qui est très riche, vouée à l'accordéon. Et c'est vrai que je crois que la première image que les gens retiennent de vous, c'est avant tout le Tour de France, pour ceux qui l'ont connu à cette époque-là. C'est ça. J'ai fait 11 fois le Tour de France. Et ça a été vraiment, c'est un souvenir fantastique. Un souvenir où j'ai remporté vraiment une grande amitié parce que les sportifs, c'était vraiment charmant. Bon, premièrement, ils aimaient l'accordéon, c'est important. Et puis, donc, le public, ça a été fabuleux. J'étais très, très, très contente. J'avais des écoles entières qui venaient sur le bord de la route pour venir me jouer la marche des mineurs. Alors, j'étais ravie. Seulement, ce qu'il fallait, il fallait jouer, regarder à droite, regarder à gauche, dire bonjour. Si je ne disais pas bonjour, alors Vévette, bon, bonjour, bonjour, et jouer, voilà. Enfin, vraiment, ça a été pour moi un passage et plusieurs passages merveilleux. Ça a été aussi un tournant, notamment les premières fois où vous l'avez fait dans votre carrière, parce que c'est vraiment avec le Tour de France que vous avez acquis cette popularité qui depuis vous a pu quitter, que vous vous êtes fait vraiment connaître du public. Oui, oui, c'est sûr. Oui, le Tour de France m'a apporté beaucoup. Et puis, je dirais que il a fallu beaucoup de... Je ne veux pas me donner des qualités, non, mais beaucoup de courage. Oui, parce que debout dans la voiture, c'était pas évident de jouer de l'accordéon. J'étais assise sur la voiture. Oui, c'est ça. Et lorsque on arrivait aux villes étapes, bon, debout pour la présentation, tous les caravaniers, c'était à ce moment-là le spectacle, disons, vraiment intéressant et désiré par le public. Quand vous pensez à votre carrière, que ce soit donc le tour, enfin les bals populaires déjà que vous avez fait, nombreux, que ce soit le Tour de France, que ce soit les différentes collaborations avec des grands noms, qu'on a parlé dans l'introduction de Maurice Béjart, Charlie McCoy, Boy George, etc. Vous êtes fier de votre parcours? Je suis, si vous voulez, je suis fière, sans être orgueilleuse. Parce que je pense que dans notre métier, dans cette profession-là, profession de musicien, il faut travailler tous les jours, quotidiennement, il y a travailler. C'est pour ça que j'ai toujours fait ma toilette des doigts tous les jours. Toilette des doigts, qu'est-ce que ça veut dire, la toilette des doigts? Ça consiste à faire les exercices les plus difficiles, ce qu'il y a de plus dur, donc de façon à entretenir toujours une bonne forme dans les œuvres de haut niveau. Ça, c'est important. Alors, je ne veux rien vous apprendre, mais il faut labourer la terre pour avoir une bonne récolte. Alors, travailler, 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 ça c'est important. Le musicien n'arrête jamais, jamais. Il ne peut pas faire autre chose. Combien de fois il y a eu des gens qui sont venus interviewer des musiciens dire « Que faites-vous? Quel est votre métier ?» Oh mais voyons, c'est ridicule, un musicien, c'est son métier, c'est la musique. La musique, elle comporte pas mal de difficultés, tout. Alors, vraiment, il y a un travail constant, voilà.
Voilà, Emmanuel. Et que vous continuez aujourd'hui ce travail. Je n'ai pas cité dans les nombreuses choses que vous avez faites, et on ne pourra jamais tout citer, mais il y a eu ce fameux bicentenaire de la Révolution française. Vous, le 13 juillet, vous étiez à la Bastille avec l'orchestre de jazz de Quincy Jones. Ouais. Ça a été un événement marquant de votre carrière. Il y a eu ce CD avec le roi de la country, Charlie McCoy. Il y a eu le spectacle avec Maurice Béjart, le spectacle mis en scène par Yves Mourouzi. Quel est votre plus beau souvenir? Ça, c'est une question de journaliste, hein, Yvette. Mais alors, quel est votre plus beau souvenir de professionnel? J'ai quand même... mais écoutez, je vais vous dire, mon plus beau... J'en ai pas mal de souvenirs qui m'ont vraiment aidé. Je dis, dans le travail, dans la vie d'étudier. Parce qu'on ne sait jamais, il faut toujours apprendre. Alors, d'avoir fait les bals populaires, parce que dans la musique populaire, il y a une source d'inspiration, Emmanuel, qui a sa propre valeur, qui a une propre valeur. Bon. Alors, donc, populaire, il y a eu... j'ai joué donc à l'Opéra de Paris, à Pleyel, où j'avais fait donc, un morceau classique au piano, car j'ai fait le conservatoire de Toulouse, on en parlera tout à l'heure. On aura l'occasion d'en parler, effectivement. Oui, bon. Donc, Pleyel, j'ai joué donc à... qu'est-ce que j'ai fait? Oui. On a l'impression d'ailleurs que vous n'êtes jamais arrêté, en fait. Jamais, jamais. Jamais arrêté, ne serait-ce que... Oui. Que, je sais pas, moi, pour aller faire un tour du monde ou pour faire un enfant. J'ai joué enfant. également avec l'orchestre classique de la BBC à Londres, déjà. Bon, j'ai joué à l'Opéra de Turin. Qu'est-ce qui vous manque encore? Qu'est-ce que vous aimeriez encore faire que vous n'avez pas fait? Et j'aimerais encore... j'ai toujours envie d'étudier, envie d'apprendre. J'ai toujours envie d'apprendre. Voilà. Ça... C'est un plaisir dans la vie d'apprendre parce que, Emmanuel, vous savez, on apprend jusqu'à la fin de ses jours. Hein. On ne sait jamais. Pour moi, ce que je pense, c'est qu'on apprend toujours. Je vais me le tenir pour dit. Ça restera une devise. Je vous remercie beaucoup, Yvette Horner. Si j'ai consacré ma vie à la musique, je ne suis pas loin de croire qu'elle m'a consacré une partie de la sienne, et cela s'est manifesté très tôt. En effet, coincé dans son berceau comme tous les nourrissons du monde, le bébé Yvette ne prenait son biberon que s'il lui était servi en musique. Du coup, mes pauvres parents se voyaient contraints de jouer la scène du dîner du roi à chaque nouvelle tétée, sous peine de voir leur rejeton dépérir. Petit extrait du Biscuit dans la poche, livre qui raconte votre vie, Yvette Horner. Et j'ai choisi cet extrait d'abord parce qu'il est drôle, et surtout, on voit bien que dès le départ, dès que vous étiez toute petite, la musique a fait partie de votre vie. Elle est totalement indissociable de votre enfance, cette musique. Ah, tout à fait. Tout à fait. Moi, je n'ai pas eu une enfance traditionnelle. Non. Pas du tout. Bon, j'ai toujours, puisque ma famille tenait le théâtre impérial à Tarbes, donc il y avait un orchestre, et là, j'allais donc je voulais toujours aller près de la pianiste pour jouer, presque, pour écouter, pour petite chose, je me mettais à danser. Parce que c'est le piano qui a habité votre vie, les premières années de votre vie, et non pas l'accordéon. J'ai débuté par le piano, c'est sûr. Donc j'ai travaillé, j'ai fait mes études au Conservatoire de Toulouse, où j'ai eu la première médaille. Donc tout ça, je dois dire que je suis née dans un berceau de la musique, et puis je ne vois pas, je suis perdue en dehors de ce berceau. Et en même temps, c'est un berceau qui vous a construit, mais en même temps qui vous a volé aussi une partie de votre enfance, parce que pendant que vous étiez en train de répéter vos gammes sur votre piano, et plus tard sur l'accordéon, vous n'étiez pas en train de jouer avec les petites filles de votre âge. Vous n'avez pas connu une enfance insouciante du tout. Non, je vous dis, je n'ai pas eu une enfance traditionnelle. Je ne sais pas ce que c'est que de jouer à la poupée, jouer avec le petit garçon pour le train électrique et tout ça. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ça vous a manqué? Pardon? Ça vous a manqué? Peut-être à ce moment-là, peut-être ça me manquait parce que on ne peut pas raisonner d'une façon logique et penser à ce qui peut arriver, donc, etc. À ce moment-là. Et puis à partir de 11 ans, il fallait presque me casser les vitres du salon pour me sortir du piano.
Oui. pour travailler. Voilà. Alors donc pour moi, ça n'a pas été, je n'ai pas été forcée. J'ai fait ça vraiment. C'était ma vie. Ça devenait ma vie. Ça devenait bon. C'est tout. C'était vraiment quelque chose pour moi. Vous dites dans votre livre, ce n'était pas l'enfer, mais ce n'était pas le paradis non plus. C'était comme ça. C'était comme ça. Oui, mais je dirais à partir de 11 ans, il n'a plus fallu me pousser. Voilà. Parce que vous savez, les enfants, à la naissance, ont toujours un potentiel créatif. Après, il ne reste plus qu'aux parents à le développer. Donc là, vraiment, j'avais, pour moi, jouer, c'était pour moi ma nourriture. Je ne pouvais pas faire autrement que de travailler et que de jouer. Parlons-en de vos parents. Il y avait votre papa, Louis, dont vous dites que c'était un saint homme. Ah oui, un saint homme. Le premier admirateur de sa fille, évidemment. Puis il y avait votre maman qui était quand même assez autoritaire. Vous dites gentiment gant de fer, main de fer dans un gant de velours, mais qui tenait sa fille, quoi. Oui, mais enfin, si vous voulez, en général, ce sont toujours les mamans qui s'occupent énormément des enfants. Bon, le papa travaille, il part, bon, il est à l'extérieur, et c'est tout. Donc, je dois dire que chez le papa aussi, ça l'occupe, bien, heureusement. Mais enfin, bien sûr, maman était autoritaire, elle ne supportait pas que j'aille m'amuser, mettons, sur le trottoir, ça n'existait pas. C'est elle d'ailleurs qui a décidé, sans vous demander votre avis, que vous allez arrêter le piano, alors que vous étiez extrêmement doué pour le piano, qu'on voulait vous envoyer au Conservatoire de Paris, etc. Puis qui a dit d'un seul coup, non, hop, tu vas faire de l'accordéon. Oui. Alors, bien sûr, comme malgré tout, j'ai été très avancée pour le piano. Je jouais des œuvres importantes. Du Liszt, du Chopin, du Beethoven. Je travaillais très très fort, j'aimais ça. Donc j'ai pleuré pendant près de 3 ans pour ne pas apprendre l'accordéon, parce que je ne voulais pas quitter, j'étais avec ces grands compositeurs. Et je ne pouvais pas, je disais à maman, non, je ne peux pas jouer un passo doble, je ne peux pas jouer une java, je ne peux pas. Ah non, 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 je ne peux pas, c'est pas possible. Et puis alors un beau jour, j'ai entendu à la radio un accordéoniste qui jouait, disons, avec beaucoup de musicalité, qui jouait du classique, mais du classique vraiment dans les règles de l'art. Alors, il est bon, j'ai dit, mais on peut faire de jolies choses à cet instrument. Oh Allez, et j'ai commencé, et petit à petit, voilà. Et c'est comme ça, et bien sûr, maintenant je respire l'accordéon, c'est mon instrument, malgré que je continue toujours le piano, je ne le laisse pas. Je ne l'ai pas laissé, non, non. Ça c'est mon premier amour, et un premier amour ne s'oublie pas, Emmanuel. Dernière question, Yvette. Qu'est-ce que vous lui diriez à la petite Yvette Horner si vous pouviez la croiser aujourd'hui? Je lui dirais, écoute, ce que je dis souvent à des jeunes, et des moins jeunes, et des adultes, je leur dis, bon, parce que moi, étant petite, et puis j'ai toujours regardé ça, je n'ai pas trouvé que la vie était une sécurité. Alors, je dis, attention, ayez toujours un biscuit dans la poche. D'où le titre du livre, d'accord? C'est le titre du livre, mais c'est vrai. Dans mes conversations, ça revient souvent. Attention, est-ce qu'on a un biscuit dans la poche? Il faut un biscuit dans la poche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un biscuit, oui. Si vous voulez, c'est le véritable... disons, la véritable analyse des choses là, de ce terme-là, c'est pouvoir faire face à ses responsabilités, disons, répondre avec honnêteté dans la vie et faire face à tout un tas de problèmes. Parce que quand on arrive dans la vie, Emmanuel, on sait très bien qu'à la naissance,
la vie ne vous accueille pas dans un écrin de velours. Non, c'est pas vrai. Donc c'est garder Non. quelque chose Il pour y a pouvoir des lui joies, répondre. il y a des joies, il y a des pleurs, il y a des un tas de choses. Bon, alors, par conséquent, toujours un biscuit dans la poche. Alors je vais, comme en musique, je vais transposer. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais dire, le biscuit dans la poche, c'est garder une poire pour la soif. D'accord. Voilà, comme ça on a compris ce que ça veut dire. Parce que C'est très clair. c'est plus usité d'employer la poire pour la soif que le biscuit dans la poche. Mais le très biscuit clair. dans la poche, pensez-y, Emmanuel, il faut toujours un biscuit dans la poche. Ce sera ma deuxième devise. Merci beaucoup, Yvette. On l'apprend, on la compose, on la comprend, on l'écoute et on la joue. Elle a ses notes, ses airs, ses rythmes et ses harmonies, ses leçons, ses maîtres et ses conservatoires, ses cahiers et ses instruments, son papier, ses boîtes et ses réveils. Elle est vocale, instrumentale, symphonique ou de chambre, sacrée ou militaire, folklorique ou baroque. Et elle accompagne la vie de mon invité depuis sa naissance. C'est la musique, évidemment, Yvette Horner, dont nous parlons, dont vous dites qu'il n'y a pas de grande et de petite musique. Vous qui êtes passé du piano, on va dire de la grande musique, à l'accordéon qu'on pourrait qualifier de petite musique, vous vous dites non, il n'y a pas de grande et de petite musique. Pas du tout. Il y a la musique tout court, avec des styles différents. Bon. Musique classique, j'ai toujours beaucoup aimé. Il y a la musique contemporaine, que j'ai toujours aimé. Et il y a la musique de jazz. Le jazz, je dois dire, attention, il ne faut pas oublier, c'est une musique d'inspiration direct, moyen expressif de l'homme. Il y a le rap, vous avez fait un rap aussi. Aussi. Et il y a la musique populaire. La musique populaire, il y a une source d'inspiration qui a sa propre valeur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas oublier aussi une chose, que les grands compositeurs, les Chopin, les Beethoven, ont été inspirés par les musiques traditionnelles populaires, ces grands compositeurs. Après, il y a eu une conception esthétique. Et donc, bon, alors, là. Après, il y a le génie, leur génie qui a fait le reste, leur talent, c'est tout. Alors, donc, dans la musique populaire, il ne faut pas mésestimer, c'est pas vrai, c'est vraiment quelque chose aussi aimé d'un grand public qui procure aussi une émotion au public. Voilà. Qu'est-ce que la musique vous a appris sur vous-même? Eh bien, musique a appris sur moi-même que j'avais, disons, un grand amour. L'amour. Emmanuel, l'amour est la chose la plus importante de la vie. Oui, la plus importante. D'ailleurs, on en reparlera plus bien tard. Bien sûr, on me dit la santé, mais oui, mais la santé, bien sûr. La santé aussi, la santé c'est important aussi. Mais vous êtes souffrant, vous êtes malade, vous êtes entouré d'amour, de tendresse, bon, d'affection, c'est pareil. Bon, ça passera plus facilement que lorsque vous êtes souffrant, entre quatre murs et on vous tourne le dos, vous n'avez personne à côté, vous êtes avec votre souffrance, alors là, ça devient terrible. C'est pourquoi que l'amour est important. Mais comment vous reliez l'amour à la musique? Mais la musique, vous savez, la musique, ça fait partie, c'est vraiment de l'amour. C'est vraiment de l'amour. L'amour que vous donnez, vous, que vous recevez du public? Eh bien, déjà, j'espère ne pas être prétentieuse de donner de l'amour avec ma musique, mais que l'on reçoit, l'amour que l'on reçoit de la musique, cette émotion que l'on a lorsqu'on écoute vraiment de la musique. Alors, donc, il n'y a pas de petite et grande musique, il y a la musique instinctive, il y a la musique festive, il y a la musique savante, et la musique populaire, tout ça, ça fait partie de la musique.
Est-ce qu'il y a une musique particulièrement qui vous fait pleurer, par exemple? À chaque fois que vous l'écoutez, c'est comme ça depuis des années, voilà, elle va vous procurer une émotion forte. Mais il y a des musiques qui vous donnent, qui vous font battre le cœur beaucoup plus rapidement et que vous aimez, qui vous ont touché, et qui est. C'est pour ça, vous voyez, je n'ai jamais voulu un instrument avec du bluff, des perles, etc. Parce que ça monopolise, si vous voulez, l'attention et ça prive le cœur des émotions qu'il peut ressentir dans une interprétation musicale. Vous avez toujours eu des accordéons sobres, c'est ça que vous voulez dire? Alors oui, toujours. Un accordéon noir, sobre, ça c'est important. Et il faut essayer de le faire parler musicalement, bon, ouais, techniquement, bon, musicalement le faire parler, voilà. Alors donc, c'est tout. Et il n'y a pas un morceau particulièrement qui vous réjouit plus qu'un autre? Oh non, mais non, il y a des centaines et centaines et des centaines de morceaux qui me réjouissent. Quand vous entendez vraiment des concertos de Beethoven, de Mozart, c'est vraiment quand vous entendez une valse populaire, disons, avec une riche harmonie, vraiment, mais ça vous émotionne. Ou plutôt vous ressentez une émotion. Et ça, je pense que ça fait partie. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Important. L'amour est, disons, une chose tellement importante, je vous l'ai dit, c'est la vie. Je sens que vous avez envie de parler d'amour, Yvette Horner, alors on va en parler à la prochaine discussion, si vous êtes d'accord. Oui. Merci beaucoup. Agapé, terme grec qui signifie amour ou charité. Il est utilisé dans le langage biblique pour se référer à l'amour de Dieu. La loi d'amour agapé dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Introduction très catholique pour parler d'une valeur très catholique, mais aussi très universelle. L'amour, valeur suprême, valeur des valeurs, comme vous nous l'avez déjà dit, Yvette Horner, valeur qui a guidé et qui guide toujours votre vie. C'est sûr. C'est certain. D'ailleurs, vous n'avez pas hésité quand je vous ai dit choisissez une valeur, ça a été l'amour tout de suite. Il y a plusieurs entrées sur ce thème-là. Moi, je voudrais d'abord parler de votre grand amour, dont vous honorez la mémoire dans votre livre Le biscuit dans la poche. C'était René, votre mari, qui nous a quittés il y a 20 ans maintenant. D'avoir un amour, un grand amour comme ça et unique dans sa vie, ça doit être une grande richesse. On sent que ça a été une grande force pour vous. Oui. La force morale se répercute sur la force physique qui vous permet de suivre un chemin dans la vie et d'être aidé. Est aidé par quoi? Par cet amour-là. Ça, bien sûr, j'ai rencontré un jeune homme, vraiment, de nombreuses qualités. Je ne vais pas dire toutes les qualités, de nombreuses qualités. Ah bah, si, quand on vous lit, il a toutes les qualités. Hein. Ah oui, absolument. C'est... j'ai été gâtée par... Oui, disons-le. J'ai été gâtée par le Dieu. Mais oui. J'ai rencontré un homme exceptionnel. Et je pèse le mot. Je pèse le mot. Merveilleux. Tellement merveilleux que quand il m'a demandé un mariage, je lui ai dit, je suis une nullité. Je suis une nullité, je ne sais pas, je ne suis pas une femme d'intérieur, je ne sais pas faire la cuisine, je ne sais pas faire cuire 2 œufs. Façon de parler, c'est une image. C'est tout. Et alors, il me dit, ça ne fait rien, je saurais le faire. Et puis voilà. Comme mes parents, malgré tout, étaient très sévères,
éducation, formation, tout ça. Bon. Mon premier mensonge, ça a été de dire que mon mari était musicien, pour qu'il puisse m'accompagner, comme ça. Oui, parce qu'il était footballeur, plutôt désargenté. Vous avez dit que c'était un harpiste Tout à fait. qui allait hériter, qui était riche. Vous avez pu vous marier sous Que ces joue-t-il? Me dit conditions-là. mon père, il joue de la harpe parce que c'était plus difficile à trouver. On trouve dans les familles un piano, on trouve toujours soit un instrument autre, mais une harpe, c'est On plus risquait difficile. pas de lui demander de jouer Et voilà. Et puis ça a été une vie extraordinaire. Voilà, Emmanuel. Quelqu'un qui s'est occupé, qui a abandonné sa carrière de footballeur pour s'occuper de votre carrière à vous, qui est devenu votre manager, votre homme d'intérieur. C'est ça. Pas tout. Et je dis bien sûr dans mon livre que lorsque je l'ai perdu, je voulais quitter cette planète. Je voulais partir. Vraiment. Quitter. Et je ne concevais pas la vie sans lui. Ça a été magnifique. Et ce qu'il disait à des amis, le plus grand souci que je puisse avoir dans la vie, c'est qu'Yvette n'ait pas de soucis. C'est très joli, c'est vrai, c'est beau. Quand on parle de l'amour, on parle aussi, comme je disais un peu en introduction, de l'amour de Dieu, puisque vous êtes catholique, on aura l'occasion d'en reparler. Des phrases comme « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » ou « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » qu'on trouve dans le Deutéronome, sont des phrases auxquelles vous pensez, qui vous parlent? Répétez, là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont des phrases qui vous parlent? C'est sûr. Je suis croyante. Je ne vais pas dire très croyante, je suis croyante. Je pense que la foi est un engagement à Dieu qui permet à l'intelligence de vivre au-dessus de ses moyens. Ah, oui. Je crois en Dieu et vraiment, qui a fait cette merveilleuse nature. Les arbres, je ne vais pas rentrer maintenant en disant, ben oui, mais l'homme a, disons, c'est sûr que l'homme a été très, très important aussi, mais attention, c'est le Dieu qui a fait la nature, le soleil, Un Dieu qui vous la apporte, pluie. un Dieu qui vous apporte de l'amour? Le soleil, la pluie, tout ce qu'on veut. Mais oui, l'eau, c'est savon. Enfin, je dis la pluie, c'est de l'eau, bien sûr. Et tout. Alors, il m'a apporté beaucoup d'amour. Et je pense que, je crois, faire les choses comme il faut les faire, dans le respect, parce que l'amour, c'est la tendresse, l'amitié, le respect qui est une forme d'amour, il ne faut pas l'oublier, une forme d'amour. Alors ça, pour moi, c'est important. Déjà au départ, je voulais me faire religieuse, déjà quand j'avais 5 ans. Non. Enfin voilà. On aura l'occasion d'en reparler. On va parler d'une autre valeur dans la prochaine conversation qui vous tient à cœur et qui est le don. On en parlera. Merci beaucoup Yvette Horner. Trois petites lettres pour un mot essentiel, le don. Petit par la taille, mais grand par ce qu'il implique, le mot don a deux significations majeures. Le don que l'on fait à quelqu'un, de son temps, de son argent, de sa personne, et le don que l'on a reçu à la naissance, par exemple un don pour la musique, en ce qui vous concerne Yvette Horner. Alors reçu ou offert, il implique aussi la notion de gratuité et se cultive. C'est vrai que vous avez choisi un mot intéressant, Yvette Horner, le don avec ce double sens. Vous pensiez au don offert ou au don reçu quand vous l'aviez choisi? Non, c'est un don offert. 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 Donc plus dans la générosité. On vous qualifie d'ailleurs de généreuse. Je ne sais pas. Bah, c'est ce qu'on dit, Mmh. en général. Mmh.
Oh, oui, je ne suis pas, en tout cas, je ne suis pas égoïste. Au contraire, je dis toujours, toujours un biscuit dans la poche. Ah oui, on y revient. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Un biscuit dont vous avez fait profiter la recherche pour le cancer du sein ou Voilà, pour la c'est moelle un biscuit dont épinière. voilà, exactement, Emmanuel. Mm. Oui. Donc, pour le cancer du sein, pour les femmes, et puis la moelle épinière également. Voilà. On est loin de l'univers un peu glamour dans lequel on vous a vu baigner avec, avec Jean-Paul Gaultier, avec ses tenues superbes d'ailleurs qu'il faisait pour vous. On est loin de cette image-là d'Yvette Horner. Ben, écoutez, Jean-Paul Gaultier, donc voilà, je dois dire que c'est un styliste remarquable et remarqué, bien sûr, qui a conçu et qui conçoit toujours des formes nouvelles dans le domaine de l'habillement. Je me suis toujours sentie très, très, très à l'aise, Emmanuel, dans les toilettes de Jean-Paul Gaultier. Parce qu'il a étudié ma morphologie de façon à me laisser une certaine liberté pour jouer de mon instrument sur scène. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui donne à sa manière lui aussi. Mais vous me parliez de Mère Teresa, de l'abbé Pierre, de Coluche. Oui, j'ai beaucoup ces gens-là. d'admiration déjà pour le docteur Barnard qui a fait la greffe, la première greffe du foie qui a été couronnée de succès. Bon, ensuite pour l'abbé Pierre, bien sûr, pour Mère Teresa, qui est partie dans les pays lointains pour soigner donc, des gens gravement atteints. Et puis la Calas. J'ai aussi la Calas. La Calas qui a su, disons, après son bel canto, de mettre dans le service, s'est servi de sa virtuosité pour mettre au service de l'expression dramatique. J'ai aussi admiré Coluche, le restaurant du cœur, dont l'abbé Pierre, je vous l'ai dit. L'abbé Pierre, vous l'avez rencontré d'ailleurs. Je l'ai rencontré, il est venu déjà dans une récompense que j'avais reçue de l'Élysée. Voilà. C'est un homme qui vous a laissé quelle impression, cet homme d'église? Ah, ben un homme infiniment bon. Infiniment bon. Et oui, c'est tellement rare, c'est rare. C'est rare des hommes comme ça. Alors vous savez, dans la religion catholique, on parle des 7 dons de l'esprit, qui sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance ou la science, la crainte de Dieu, le respect, on va dire, et la piété. Parmi ces 7 dons, s'il y en a un que vous vouliez demander plus particulièrement, ce serait lequel? Je vous les répète, hein. Sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, crainte de Dieu, piété. Eh bien, force, je demanderai. Ah oui? Force. D'après cette force, donc force morale qui se répercute dans la force physique, Oui. ce qui permet de pouvoir aider son prochain. Mais moi, je n'ai pas l'impression que vous en manquiez de force, Yvette Horner. Ben, c'est ce que je demande, mais c'est pourquoi pourquoi j'ai la foi en Dieu qui me l'accorde, qui m'accorde cette force, et ce qui me permet de pouvoir aider quand je le peux, quand j'en ai les moyens. Une force qui vous permet aussi, enfin, il y a 2 valeurs autres auxquelles vous tenez, que sont la droiture et la dignité. Ah oui. Alors la droiture, ça, c'est important. C'est la raison pour laquelle je dis toujours un biscuit dans la poche. C'est pour pour respecter la parole, l'honnêteté, être dans l'honnêteté. Alors voilà la raison pour laquelle bien sûr, la droiture, c'est important. Et la dignité? Et alors la dignité de femme, la dignité, mais la dignité comprend beaucoup de qualités, de superlatifs. C'est pas une valeur très à la mode, hein? Oui, je dirais malheureusement. Je dirais malheureusement. Mais enfin, bon. Disons, c'est l'expérience aussi
Et puis, je pense qu'une nature, vous voyez, je crois. Maintenant, je ne suis pas toujours dans la vérité, mais moi, c'est ce que je crois. Je dis ce que je crois, en toute sincérité, qu'une nature ne peut pas se changer. Je ne crois pas. Je crois qu'on a la nature, quand on vient au monde, ce sont des filaments que nous avons. C'est tout. Un cœur, un moyen cœur, un grand cœur, un gros cœur, être, si vous voulez, altruiste, la foi. Pas d'égoïsme. Ça. Voilà. Ça fait partie, disons, toujours de l'amour, j'en reviens là-dessus. C'est pour ça. Ayez toujours le biscuit. Pensez Un biscuit toujours. d'amour. Ah, ce sera vraiment la leçon de cette émission. Merci beaucoup Yvette. Mais c'est vrai, ce que je le pense réellement. Hein. Ah mais ça se voit. Merci Yvette. Plus encore que la foi du charbonnier, j'avais une véritable vocation mystique et mon plus cher désir était de me faire sœur. Vocation certes précoce, mais qui perdura malgré tout jusqu'à mon adolescence, et même bien plus tard. Toujours est-il que pour moi, la foi n'est pas un vain mot, et je la vivais avec une intensité sans borne, avec toute la candeur, voire la naïveté d'une fillette de 5 ans. Alors à l'époque, Yvette Horner, vous étiez dans un couvent, donc votre maman vous a vite retiré dès qu'elle a su que vous vouliez être sœur. Mais la foi, c'est un peu comme la musique. Ça vous a accompagné depuis toute petite et jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Exactement. Déjà, comme maman m'a dit, va faire tes gammes plutôt, puis c'est tout. Et puis elle m'a retirée du couvent pour mettre dans une école communale, etc. Parce qu'elle désirait vraiment que je continue ma musique. Et bon, très bien, je respecte, je les remercie. Les remercie. Mais cette foi que j'ai, je l'ai depuis toute petite. Et je pense qu'on ne peut pas vivre sans Dieu, sans ce qui est amour aussi. Dieu est amour. Est-ce que vous qui auriez pu rentrer au couvent si, par exemple, vos parents vous y avaient encouragé, est-ce que vous fréquentez de fait les couvents ou est-ce que vous aimez rencontrer les religieux et les religieuses? Est-ce que vous faites des retraites, par exemple? Non. Pas spécifiquement. Non. Quand je les rencontre, je suis très heureuse de pouvoir les saluer, de pouvoir parler avec. Attention, c'est sûr. Mais c'est avec Dieu que je suis. Je suis avec Dieu. Et quand je vais à l'église, je suis dans la maison de Dieu. Alors vous fréquentez aussi, quand vous retournez chez vous dans les Pyrénées, vous ne manquez jamais d'aller à Lourdes? C'est sûr. C'est sûr. Je suis avec Dieu, avec la Vierge. La Vierge de Lourdes, elle a une importance, j'imagine, pour une Pyrénéenne encore plus particulière? Depuis toute petite, mes parents m'ont amenée à Lourdes. J'étais très heureuse de pouvoir faire une prière à la Vierge. J'y suis allée, bien sûr, très souvent, puisque je suis dans les Pyrénées. De Tarbes-Lourdes, il doit y avoir 18 ou 15 kilomètres. Bon. Donc, j'ai fréquenté la grotte et c'est tout. Je me sens très bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens dans le... Avec Dieu, je me sens dans le bonheur, dans le respect. Dans l'amour que l'on a pour les gens. J'ai beaucoup d'amour pour les gens, mais attention, il faut que je trouve de la correction, que ce soit correct. Parce que, alors là, je n'admets pas. Là, je suis sévère là-dessus, pour la tenue. La tenue, pour la féminité, pour la droiture. La dignité. Et la dignité, comme on en a déjà parlé. Dignité, ça c'est... pour moi, c'est très important. La croix que vous portez autour du cou, vous l'avez toujours? Toujours. Oui. Elle vous accompagne Ah oui, c'est sûr.
Je passe mes journées avec la petite croix, les nuits également, voilà. Vous qui parlez de droiture, de dignité, de respect, quand on vous a surnommé Notre-Dame de l'accordéon, ça vous a quoi? Ça vous a fait rire? Ça vous a choqué? Non, ça m'a amusé. Quand on a dit que vous étiez une des 3 gloires nationales des Pyrénées avec Maréchal Foch et Bernadette Soubirous, la comparaison était peut-être un petit peu osée aussi. Oui, si vous voulez, j'étais un peu choquée. Oui, j'étais choquée malgré tout parce que si vous voulez me mettre sur la ligne, alors que c'est totalement différent, bien entendu, mais sur la ligne de Bernadette Soubirous, j'ai été quand même surprise parce que si on m'avait dit je vais faire un article de cette façon, j'aurais dit non, je ne le veux pas. Non, je ne sais pas. C'est encore un truc de journaliste. Je ne mérite pas tout ça. C'est tout. Voilà. Pour revenir à des choses plus essentielles, Yvette Horner, j'imagine, enfin, quand on croit en Dieu, on se dit qu'il y aura un au-delà après la mort. Vous y pensez, vous, parfois? Oui, moi, je crois que l'amour, l'esprit, l'âme ne se détruit pas. Je ne pense pas que l'âme meure. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Parce que c'est un peu simplé ce que je veux dire, mais dans la naissance, dans le sein de sa mère, il y a déjà des qualités qui viennent de l'Esprit Saint, des qualités et des défauts. Je ne vais pas me faire ça. Bon, passons là-dessus. Je pense que l'âme ne meurt pas. Vous avez déjà pensé à ce que vous direz à Dieu le jour où vous serez face à lui? Comment? Vous avez déjà pensé à ce que vous direz à Dieu le jour où vous vous retrouverez face à lui? Je ne sais pas. C'est surtout ce qu'il me dira. Alors qu'est-ce qu'il vous dira à lui? Ce qu'il me dira à lui, c'est pas moi à lui dire. Alors qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Oui. Ce que j'aimerais entendre, il n'y a qu'à dire la vérité, puis c'est tout. Je n'aime dire j'aimerais entendre. À partir du moment où j'aime les gens et dans le respect, tout ça. Donc, c'est lui qui me dira, on fait toujours attention, personne n'est parfait, on n'est pas parfait. Bon, il y a toujours des petites choses qui arrivent dans la vie, c'est tout. Et il vous dira quoi alors? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah ben, il me donnera peut-être les fautes que j'ai pu faire dans la vie. Bon. Ben, on verra. On verra, je les accepterai comme tous les êtres doivent accepter leurs qualités et leurs défauts, plus ou moins grands, tout ça. Merci beaucoup, Yvette. Nous terminons notre semaine et notre émission avec Yvette Horner dans VIP par une série de petites questions auxquelles vous allez tenter de répondre, Yvette. C'est pas toujours facile, hein. Je vous préviens. Enfin, on va commencer par une question simple. Yvette Horner, quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? Faut faire le tri, là. Faut en choisir un. Oui. Vous savez, le plus beau, on m'a fait pas mal de compliments. Je dois le dire. C'est la vérité. Pas mal de compliments, mais j'ai toujours des doutes sur moi, bien sûr, parce que je sais que l'on n'est pas parfait. Donc, je pense que la perfection, difficile, je ne sais pas si elle existe, mais enfin, plusieurs compliments
d'un bon travail, d'une interprétation musicale, ma sincérité, parce que je ne peux pas dire quelque chose que je ne pense pas. Voilà. Quel échec vous a fait avancer le plus? Pour moi, je suis toujours un échec, Ah bon? Emmanuel. Oui. Alors, Vous qui avez tout réussi, vous êtes toujours en échec? tout réussi. Bon. Parce que le déprimé, si vous voulez, est enfermé toujours dans sa douleur comme dans un mur impénétrable. Déjà, le déprimé. Je suis un peu dépressive. Donc, il y a des rires, il y a des joies, c'est sûr. Tristesse aussi, bien sûr. Bon, toujours des doutes parce que je pense que, pensant que la perfection n'existe pas, alors il y a toujours des doutes. Alors, c'est tout. Voilà. Alors, le plus beau compliment, bon, je me dis toujours, bon, il faut avancer, il faut travailler. Et pourquoi je désire avoir de la force, c'est pouvoir travailler, de pouvoir étudier, de pouvoir donner quelque chose. Parce que un public, par exemple, je vous donne un petit exemple, un public qui m'applaudirait à tout rompre et que je n'aurais pas joué correctement, proprement, plutôt, je ne serais pas contente. Mais le contraire, oui. Des petits applaudissements, mettons. Oui, enfin, bon. Je ne veux pas dire que pour le moment, ça ne m'est pas arrivé parce que ça aurait l'air d'être prétentieux, et je ne le suis pas. Bon. Petit compliment. Je serais contente, même si j'ai bien joué et que ce ne soit pas un gros succès, mais ça m'est égal, j'ai donné quelque chose de propre. Du propre, du propre. Alors c'est pourquoi que je veux absolument toujours travailler et je veux ce biscuit dans la poche. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez pleuré? Ce que j'ai? La dernière fois que vous avez pleuré? Ah ben ça, j'ai pleuré, oui. Oui, bien sûr que j'ai pleuré. J'ai pleuré, je vous l'ai dit tout à l'heure, que quand j'ai perdu mon mari, certains, parce que je pensais même quitter cette terre, eh bien, perdu mon père, ma mère, ma grand-mère, où j'avais reçu vraiment beaucoup d'affection. Voilà. Quelle est la personne dont aujourd'hui vous ne sauriez vous passer? Eh bien, la personne dont je saurais vraiment ne pas pouvoir me passer, aujourd'hui, en toute sincérité. Et à part Dieu, dont on a déjà beaucoup parlé? Oui, Dieu, j'en ai parlé, vous savez. C'est mon agent, Jean-Pierre. Je dois dire qu'il a écrit, bon, ce livre, parce qu'il me connaît, oui, le biscuit dans la poche. Il a respecté, donc, exactement mes paroles, qui sont vraies, qui sont sincères. Et je dois dire que je me sens protégée. Et c'est la raison pour laquelle il ne le sait peut-être pas encore, mais je le remercie de tout mon cœur. C'est plus un agent, c'est un ange gardien à ce niveau-là. C'est un ange gardien, c'est un frère, voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Yvette? L'émission se termine. Ah. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Eh bien, de pouvoir remercier, de pouvoir le faire, de remercier le public. Qui m'apporte, je dois dire, beaucoup d'amour. J'en suis toujours avec l'amour. Puis c'est ça. Mais non, mais c'est ça la vie. C'est ça.
qui me portent beaucoup, beaucoup d'amour. Et ça, c'est quelque chose. Et lorsque je rencontre des personnes comme vous, Manuel, mais oui, non, c'est sans intérêt. Ne pensez pas que c'est... Non, mais non, non, j'ai pas besoin de ça, excusez-moi, la prétention. Où vraiment vous mettez très à l'aise et c'est facile de pouvoir répondre à toutes vos questions parce qu'elles sont simples et profondes. Merci, Manuel. Voilà. Moi, je voulais vous souhaiter plein de choses et puis c'est vous qui me dites merci. Non, ben, c'est moi qui vous remercie, Yvette. Et puis je vous souhaite de la force. Ça. Oui, bien sûr. Je vous souhaite de la force, puisque vous en avez demandé, et puis beaucoup d'amour encore. Merci, ma chérie. Merci d'être venue, Yvette Horner. Merci.